De 6 minutes sur les ondes d'RTCI, la plus belle des radios. Enis Moré au micro, Qaïs Bouzriba à la technique. On démarre notre émission sur les chapeaux de roue et on plonge directement dans le vif du sujet avec le terme du jour, le projet de la loi électorale. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux élus à l'Assemblée nationale constituante et membres de la commission de la législation générale, M. Selim Ben Abdeslam sur le parti Nida Tounes et M. Neji Jmel sur le parti Nahda. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci. Donc, le projet à peine rendu par la commission de la législation générale au sein de l'ANC, qu'il commence déjà à susciter quelques interrogations, pour ne pas dire un étonnement sur certaines de ces dispositions. La société civile, qui est à l'origine de 3 projets que vous avez commencé, sur la base desquels vous avez commencé à travailler, monte au créneau et ne cache pas sa déception sur certains points de projet sur lesquels nous reviendrons avec vous. Mais pour commencer, je commence avec vous, Siné. J'ai l'impression générale qui se dégage de ce projet de loi. Comment vous avez trouvé globalement ce projet de loi, ses points positifs, ses points négatifs? Bonjour d'abord, il y a tous les écouteurs de l'émission. Moi, je pense que le projet, dès les débuts, c'est pas hier avec le dépôt au bureau du projet qu'il a suscité plusieurs points de divergence. Dès les débuts, on savait qu'il y a des points de divergence, mais nous avons travaillé dans un climat sain au sein de cette commission, et je pense globalement, malgré les points de divergence, on a réussi à se mettre d'accord sur la majorité des points. Mais il faut savoir que les points de divergence d'ordre politique ont été tranchés depuis presque une année, Ou voilà, que ça soit qu'il n'y ait pas moins de 30% de têtes de liste qui soient données à un des deux sexes. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Nous ne sommes pas arrivés à la parité, certains souhaitaient la parité, d'autres ne voulaient pas de la parité verticale. On est arrivé à un accord sur 30%, ce qui est pas mal. Donc nous avons une parité verticale et nous avons une parité horizontale à hauteur de 30%, voilà. Donc des hommes ou des femmes qui vont se représenter en tête de liste. Voilà, là-dessus c'est pas mal. De même qu'on est arrivé à trouver la bonne mesure, ce qui peut être la bonne mesure sur la répartition des compétences entre l'ISI, l'instance des élections, et l'AICA, l'instance des médias, voir la frontière entre les compétences des unes et des autres, qui, rappelons-le, sont des compétences constitutionnelles qu'on ne peut donc pas toucher, et les compétences de la Cour des comptes en matière de contrôle des comptes de campagne, ce qui est important. Mettre un plafond aux comptes de campagne, c'est-à-dire au-delà d'un certain plafond, on ne peut pas dépenser plus, et si on dépense plus, on est sanctionné. C'est des choses importantes qu'on a pu mettre dans le projet de loi. Maintenant, on va venir au point qui porte interrogation, ça sera la suite. Oui, mais moi aussi, j'ai relevé dans l'étude que j'ai faite de ce projet de loi un point positif, c'est par rapport à l'enregistrement volontaire qui a été retenu. Nous savons qu'il y avait une petite polémique au départ avec les projets de loi qui ont été avancés par la société civile. Est-ce qu'on va aller dans l'enregistrement volontaire? Est-ce que c'est l'enregistrement automatique? Est-ce que c'est les deux? Là, vous avez tranché dans la commission de législation générale. On ne peut que s'en délecter de ce consensus. Là, l'enregistrement, il est donc volontaire. Avec qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette disposition? Je dirais avant-gardiste aussi et responsable. Je pense donc sur ce point, c'était la demande de l'ancienne ISI et de l'actuelle, et la plupart des associations de la société civile y ont demandé, et je pense que ça a été passé avec soit un consensus autour de ce point ou une large majorité au sein de la commission, et je pense que c'est une bonne chose pour faciliter le travail essentiellement de l'ISI et pour éviter les erreurs, voire les fautes qui ont été commises hors de les dernières élections. Il y a une prise de conscience de cette importance de l'enregistrement volontaire finalement. Certainement, maintenant c'est la balle est dans le camp de l'ISI de mettre tout en œuvre pour pouvoir sensibiliser la société, les électeurs et l'ISI d'organiser, même surtout dans les petites villages et ainsi de suite, d'envoyer des bus ou des voitures pour pouvoir inscrire la plupart des électeurs. Mais je pense que c'est une bonne chose en fin de compte quand on se met d'accord sur uniquement l'inscription volontaire, et ça il faut savoir, on s'est basé sur les statistiques. Lors des dernières élections, il y a 85% des électeurs qui ont été allés inscrire volontairement, qui ont participé aux élections, alors qu'il n'y a que 13%, je pense, des listes des électeurs automatiques. Qui sont partis voter. Selim Ben Abdeslam, avec vous, je vous
Vous avez parlé tout à l'heure de la question du contrôle. Moi, je voudrais aborder avec vous la question du financement. Je pense que dans ce projet de loi, il y a une rationalisation du financement public notamment, et même privé à hauteur de certains plafonds. Si vous nous parlez un peu de ce financement, a posteriori, il y a des dispositions qui parlent de financement a posteriori public. Si vous nous parlez un peu de ça. Alors, il y a 3 types de financement pour la campagne. Il y a le financement public, dont une partie... C'est-à-dire c'est l'État qui va injecter de l'argent pour les listes ou les partis qui vont se présenter ou les personnes pour les élections présidentielles. Voilà, comme la dernière fois, pour permettre à tout le monde, donner une chance à tout le monde de se présenter. Simplement, sur ce point du financement public, nous avons constaté des abus la dernière fois, où il y a des personnes qui ont présenté des listes, qui ont pris l'argent public et qui n'ont même pas fait campagne. Jusqu'à ce jour. Voilà, jusqu'à ce jour. Voilà, et qui ils n'ont pas rendu l'argent, surtout. Et l'État demander le remboursement. C'était aussi la mission de l'État de demander le remboursement, ce que l'État n'a pas fait. Bien que la Cour des comptes l'ait mentionné. Tout à fait. Bon, ça encourage donc des gens à la fraude. Donc ce genre de comportement ne doit plus se reproduire. C'est-à-dire l'argent public doit servir à faire campagne. Toute personne qui veut faire campagne a le droit de le faire et a le soutien de l'État pour le faire. C'est-à-dire on sait que l'État ne peut pas donner des sommes faramineuses. Nous sommes dans une période très difficile, donc l'État ne peut pas donner des sommes exorbitantes. Oui. Donc il y a un minimum qui est donné par l'État et c'est normal pour une démocratie naissante comme la nôtre. Bon, là maintenant. Ensuite, il y a le financement, l'autofinancement, on distingue l'autofinancement et le financement privé. L'autofinancement, c'est le financement par les membres de la liste eux-mêmes et par les partis. Quand un parti soutient une liste, c'est normal que le parti finance sa liste. Voilà, c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Et ça a été fixé à un plafond, je pense. Il y a des plafonds. Il y a des plafonds de dons par personne. Il y a un plafond global de campagne. Et il y a un plafond des dons pour les personnes physiques, pour le financement privé. C'est-à-dire on peut donner, tout citoyen a le droit de donner, tout citoyen, j'ai bien dit, parce que les personnes morales ne peuvent pas financer les campagnes électorales. Oui. Seules personnes morales qui peuvent le faire, c'est les partis politiques, puisqu'elles ont le droit dans le cadre Ou l'État. Non, oui, voilà, l'État, c'est un autre cadre. Les personnes morales de droit privé, de droit privé, oui. Voilà, pour les personnes morales et l'État est la seule personne morale de droit public qui peut financer. Les collectivités locales ne peuvent pas le faire, bien sûr. Seule personne morale de droit privé qui peut financer les campagnes électorales sont les partis politiques dans le cadre de l'autofinancement de leur propre campagne. Et pour les personnes privées, il y a un plafond qui est fixé. Nous avons, après de longs débats en commission, nous avons préféré laisser à l'ISI le soin de fixer ce plafond, notamment en tenant compte des particularités de chaque circonscription, c'est-à-dire du nombre d'électeurs, de la taille de la circonscription, les déplacements que cela requiert, du coût de la vie, et aussi en tenant compte, Neige et moi sommes élus sur des circonscriptions de l'étranger, Neige est sur France Sud et moi sur France Nord, et nous voyons que là, les critères sont complètement différents. Donc nous avons préféré à l'ISI, surtout pour l'étranger, de dire c'est l'ISI qui fixera le plafond en tenant compte du coût de la vie et surtout que nos campagnes se passent dans une monnaie qui n'est pas le dinar tunisien. Justement, par rapport à ce financement, moi j'ai relevé aussi une certaine rationalisation dans la représentativité ou du moins dans la candidature par rapport donc au seuil de 3% qui a été exigé et qui est conforme aussi bien dans le cadre du financement que dans le cadre de la représentation au sein du Conseil de représentants du peuple. C'est le seuil de 3%, c'est-à-dire au-delà, si une liste ou un parti n'obtient pas 3% des suffrages dans la circonscription électorale, eh ben, il ne sera pas donc financé, il n'aura pas droit à ce financement-là, et il ne sera pas donc sa liste ne sera pas retenue pour le Conseil des représentants du peuple. Je pense qu'il y a un point de divergence par rapport au seuil entre les différents... De toute façon, moi je dis ce qui a été donc décidé donc au sein de la commission, donc certainement un candidat, surtout une liste plutôt, ne peut pas avoir de siège s'il n'obtient pas 3% des électeurs, 3% donc des voix exprimées. Ça c'est pour les élections législatives. Tout à fait. Et pour le financement, que ce soit un candidat aux élections présidentielles ou une liste ne peut pas donc avoir la deuxième moitié donc de financement public, donc que si elle obtient au moins 3%. Oui. Et il faut savoir, c'est ce qu'on a mis, si un candidat ou une liste n'obtient pas 3%, elles doivent rembourser le 50% qui lui a été attribué dès les débuts de la campagne électorale. Et je pense même sur ce point, à part donc le seuil où il y a une petite différence, il y a certains qui veulent le seuil de 2%, d'autres à 3%. Et finalement, même au sein des présidents des groupes parlementaires, donc on a décidé qu'il faut un seuil
acceptable de 3% dans les deux cas. Est-ce que le seuil de 3% vous paraît plausible? Parce que dans de nombreuses expériences étrangères, on parle de 5%, on parle même en Turquie de 10%. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est trop, Selim Ben Abdeslam? Est-ce que les 3%, certains observateurs en Tunisie disent que les 3% ne sont pas assez pour ne pas effriter donc l'électorat et ne pas vivre ce qu'on a vécu donc dans les élections de 2011? Bon, moi, je vais vous parler de ma position personnelle et de la position qui est celle de mon parti et de la coalition dont il fait partie. Bon, c'est-à-dire, ma position personnelle, je n'étais pas favorable à l'application du seuil de 3% pour la répartition des sièges. Mais par contre, j'y étais favorable pour l'équation de remboursement. D'accord. Je pensais même qu'une bonne idée aurait été un remboursement par palier. C'est-à-dire quelqu'un qui fait 1% ou 1,5% a droit au remboursement d'une partie de ses dépenses électorales, et quand il atteint 3%, par exemple, de la totalité de ses dépenses. Parce que déjà, quand vous faites 1,5%, c'est la preuve que quelqu'un a fait campagne et a obtenu ces voix-là. Bon, parfois, on sait que certaines personnes bien placées sur le bulletin de vote ont obtenu des voix qui ne devaient pas leur bénéficier. Mais bon, nous pensons... Vous parlez du risque de confusion? Voilà, mais nous pensons... bon, justement, nous avons donné, dans la loi, nous avons pris une disposition pour éviter ce genre d'erreur la prochaine fois, où les listes seront présentées sur le bulletin de vote de manière horizontale, où il n'y aura pas de colonne, et où les gens ne pourront pas se tromper. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, ma position était celle-là, en disant pour les sièges, et c'était transversal dans les partis. Aujourd'hui, les différents partis ont pris position. Le mien, Nidetoun, s'est prononcé dans le cadre de la coalition du Front du Salut National avec le Front Populaire pour une barre à 3%. Ça peut se discuter. Donc voilà, là-dessus, j'ai ma position personnelle qui était pas de barre, mais bon, pas de barre pour la répartition des sièges, mais j'étais favorable à un seuil pour les remboursements des frais de campagne. Bon, aujourd'hui, il y a un consensus sur cette question-là. Reste à déterminer le seuil à 2 ou 3%. Nous allons vers ça. Bon, c'est aussi pour éviter l'effritement des listes et favoriser les coalitions. Bon, c'est ça. C'est-à-dire si vous avez des petites listes qui auraient auxquelles les sondages donnent un score inférieur à 1-2%, si elles s'allient à une autre liste qui fait aussi 1 ou 2%, là ils peuvent franchir la barre ensemble des 2 ou des 3%. C'est aussi une incitation au rassemblement, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais sur ce point de vue-là, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'éviter l'éparpillement des listes et surtout éviter les listes fantaisistes. Disons qu'il y avait cet aspect-là, mais après ça dépend ce qu'on voulait favoriser. Oui. Et on va vers un consensus là-dessus, effectivement. Oui. Pour le 3%, si on l'applique sur les résultats des élections de l'Assemblée constituante, il n'y aura que 11 sièges qui changent. Autrement dit, il n'y aura que 3 partis politiques sur je ne sais pas combien on est à l'Assemblée. Non, à l'Assemblée, qui vont disparaître au moins de l'Assemblée. Autrement dit, même l'application 3%, et on ne peut pas l'appliquer sur donc des statistiques ou des sondages, c'est difficile, mais les seuls résultats, si on applique sur le résultat du 23 octobre, on n'obtient que 11 sièges qui vont changer de place. Autrement dit, les 3%, même les 3%, je ne pense pas c'est suffisant pour avoir une coalition ou 3 ou 4 ou 5 partis, grands partis sur la scène politique. On va continuer à avoir plusieurs partis politiques à l'Assemblée, au Conseil de représentants du peuple. Conseil de représentants du peuple, mais certainement, comme il a dit Salim, on essaie de trancher, est-ce qu'on veut la plus large représentativité au sein de l'Assemblée, même les petits partis politiques. Votre parti, Synergie. On n'a pas trop de préférence. On a dit donc nous, certainement on préfère, si on veut avoir le maximum de sièges, comme tous les grands partis politiques, on préfère avoir un seuil plus important. Mais je pense dans l'état actuel des choses, peut-être dans les 5 ou même 10 prochaines années, il faut que donner la possibilité à le plus possible des partis politiques qu'ils soient présentés. Certainement, il y a soit ça, soit privilégier la stabilité politique. On sait bien, si on veut uniquement la stabilité, il y a d'autres modes de scrutin qui permettent d'avoir donc 1 ou 2 partis politiques majoritaires qui peuvent gouverner facilement, mais finalement, et dans donc le débat politique à l'échelle nationale, la plupart des partis politiques ont préféré une plus large présentation. Moi, je pense qu'il faut nuancer ces propos, Selim Ben Abdeslam, les propos de Synergie, tout simplement parce que lorsque j'ai étudié un peu le projet de la loi électorale, il y a le seuil de 3%, il y a également donc le mode de scrutin qui est la proportionnelle avec les plus grands restes, et puis quelque chose qui m'a un peu appréhendé, c'est une contradiction, c'est la non-comptabilisation des bulletins blancs.
dans le dépouillement. Et là, c'est un problème parce que là, on risque de se retrouver, si on essaie d'appliquer ce qu'on a vu lors du scrutin de 2011, on risque de se retrouver avec 1 600 000 de voix éparpillées, ajoutant à ceci 400 000 ou 500 000 voix de bulletins blancs, et là, nous sommes à 2 millions. 2 millions, c'est 50% de l'électorat de 4 millions qui a été utilisé dans le scrutin de 2011. Bon, là-dessus, sur les bulletins nuls qui n'ont pas été validés, on voit que le bulletin de vote du 23 octobre 2011 était mal fait. Tout le monde le reconnaît. Les colonnes telles qu'elles étaient présentées ont induit de la confusion dans l'esprit de certains électeurs, parce qu'on votait tous quasiment pour la première fois. Enfin, on votait tous pour la première fois aussi sous cette forme-là, avec des élections ouvertes et avec un bulletin de vote comme celui-ci. Avant, vous vous souvenez, c'était des bulletins de vote individuels, des bulletins de vote de couleur avec une enveloppe transparente d'ailleurs pour savoir ce que l'électeur votait. Vous avez voté j'ai jamais voté avant. J'ai jamais voté avant, mais bon, on savait comment ça se passait. Donc, bon, voilà. Bon. En France, quand on votait, par contre, puisque là, j'ai voté par contre aux élections françaises, puisque je suis binational aussi, là, c'était des bulletins tous blancs de la même couleur, avec des enveloppes non transparentes, donc on ne savait pas ce que l'électeur avait voté. Et si on vote avec des bulletins comme ça, c'est la moindre des choses en démocratie. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Là, sur un bulletin unique, là, c'est-à-dire un bulletin avec toutes les listes qui se présentent, il ne doit plus y avoir de colonne, effectivement, où il doit y avoir un bulletin clair. Là, on voit que le bulletin était mal fait. Et ça a induit la confusion. Il y a aussi des électeurs analphabètes qui ne s'y sont pas retrouvés, qui ont encore plus eu de problèmes que les autres, mais je sais qu'il y a des personnes que je connais qui ont fait des études, qui ont un bon niveau de formation et qui se sont perdues dans ce bulletin, qui se sont rendues compte qu'elles ont fait une erreur et qu'elles ont demandé un autre bulletin pour revoter. Donc le bulletin n'était pas très clair. Il y a ça. Il y a ce problème-là. Sur les votes blancs, alors peut-être effectivement, on me l'a fait remarquer que l'expression qu'on avait choisie dans le texte qu'on a voté en commission de la législation n'est peut-être pas très claire. Parce qu'on dit d'un côté, les bulletins blancs, je crois que si je me souviens bien, sont comptés parmi les bulletins blancs donc sont comptés parmi les suffrages exprimés, mais après, ça c'est pour la définition. Voilà. Mais ensuite, elle ne le compte pas dans la répartition des sièges. Bon, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire. Ce qu'on voulait dire, mais la volonté de ce qu'on voulait exprimer est tout à fait clair. Ce qu'on voulait dire, c'est les bulletins blancs sont comptabilisés, c'est-à-dire le nombre de bulletins blancs apparaît dans le procès-verbal final, pas avec les bulletins nuls, parce qu'on considère que le bulletin blanc, c'est quelqu'un qui n'a pas rempli sa feuille de vote et qui a voulu exprimer soit son mécontentement, soit le fait qu'il ne choisissait aucune liste, mais c'est quand même déplacé pour aller voter. Un bulletin nul, c'est un bulletin qui n'exprime pas la volonté de l'électeur. Voilà, c'est tout à fait différent. Donc on a dit les bulletins blancs doivent être exprimés, pas avec les bulletins nuls. Pas blanc et nul, comme c'était le cas en France par exemple avant, et la France y est revenue. C'est-à-dire la France maintenant met les bulletins blancs tout seuls et les bulletins nuls tout seuls. C'est ça. Mais par contre, pour la répartition des sièges, nous ne comptons pas les bulletins blancs. Si par exemple vous avez sur 100 bulletins, vous avez 20% de bulletins nuls, ce qui serait beaucoup, et disons 10% de bulletins blancs et 20% de nuls, ceux-là, les 10 et 20% ne comptent pas dans la répartition des sièges, et il y a les 80 bulletins valides qu'on va compter et sur lesquels on va appliquer la règle de la proportionnelle au plus fort reste. Parce que si on comptait les bulletins blancs, c'est peut-être un peu compliqué. Ça devient technique un peu. Je demande aux auditeurs de se concentrer sur ce que je vais dire. Si par contre on comptait les bulletins blancs, imaginez pour la répartition des sièges, c'est-à-dire on compterait 90 bulletins, dont 10% de bulletins blancs. On pourrait arriver à des sièges non attribués. À des sièges non attribués. Donc voilà, c'est-à-dire parce que les restes, ensuite, on répartit au plus fort reste. Ceux qui obtiennent le quotient électoral obtiennent le nombre de sièges automatiques. Là, Céline, vous êtes entré dans des considérations un peu techniques. En gros, le comptage des bulletins blancs pourrait poser problème. Donc il faut les mentionner parce que ça exprime quelque chose, mais on a préféré ne pas les inclure dans la répartition des sièges. Donc on peut très bien trouver une expression plus juste sur ce point pour dire ce qu'on avait dit. Les amendements dans la plénière, j'espère que vous allez trouver une solution par rapport à ça. Sinej et Selim, vous qui êtes vous avez été élus sur des représentations à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les Tunisiens à l'étranger dans ce projet de loi électorale, excusez-moi. Au début, il faut savoir que même ce projet de loi qui a été donc déposé par l'ensemble ou plusieurs associations de la société civile, il ne pensait pas refaire l'expérience de la représentation des Tunisiens à l'étranger. C'était dès les débuts, mais finalement au sein de la Constitution... Comment ça, c'était dès le début? Non, au le début, projet de Ratid et le projet de Jeunesse. Non, l'avant-projet, avant qu'il arrive à l'Assemblée constituante. Lorsque donc ces associations ont commencé, des experts et des anciens membres de l'ESI ont commencé donc à préparer ce projet.
il ne projetait pas de présenter donc les Tunisiens à l'étranger parce que, en estimant, et certains membres de l'ESI, que l'ancienne expérience, ça coûtait beaucoup. Et en même temps, ce n'était pas facile de les organiser. Autrement dit, ils ont fait donc la leçon, l'expérience pour dire de ne pas refaire cette expérience. Excusez-moi, il y a l'argument aussi, excusez-moi de vous interrompre, il y a l'argument aussi que les 1,2 million qui ont voté, ce ne sont pas réellement ceux qui sont inscrits dans les représentations consulaires et diplomatiques. Ratid estime que les Tunisiens à l'étranger inscrits sont à 400 000 et ne sont pas à 1,2 million, et c'est pour cela que les 18 postes donc de Tunisiens à l'étranger, ça c'est ce que Ratid estime. Je ne suis pas sûr quelle statistique donc se base donc Ratid sur le registre tenu par les représentations consulaires et diplomatiques. Non, mais donc si vous regardez par exemple le site même au jour d'aujourd'hui de l'OTIE, l'OFUS, vous trouvez, et même 2011 ou 2010, chaque année, ils renouvellent, vous trouvez les statistiques des Tunisiens, comment ils sont repartis dans tous les pays du monde, et vous pouvez trouver, et sur ces statistiques que donc l'ESI a attribué 18 sièges pour les Tunisiens. Donc les Tunisiens à l'étranger dans le projet. Dans la Constitution, donc on a mis donc c'est dorénavant donc c'est un droit acquis pour les prochaines élections et malgré. Vous parlez pour les législatives, hein, parce que pour les présidentielles c'est. On n'aura qu'un seul président. Oui, tout à fait, pour les législatives, il faut bien le spécifier. Oui, pour les législatives, donc il y aura dans toutes les prochaines élections une représentation des pas importants pour les Tunisiens qui se trouvent à l'étranger. Donc, pour les prochaines élections, on a décidé de garder les mêmes nombres d'inscriptions que circonscriptions, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et même nombre de sièges, pour ne pas refaire toute la répartition, et ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire en Tunisie, 27 circonscriptions électorales pour les législatives. Les mêmes. Les mêmes, voilà, c'est les 27 donc. Les 27. Et à l'étranger, c'est combien? C'est 6, je pense. 6, oui. 6 pour les prochaines élections, on va garder, je vous dis, donc les mêmes circonscriptions et les mêmes nombres de sièges. Et on a mis, donc, au sein, ça c'est dans les. Donc à la fin qu'on a mis donc le chapitre transitoire. Au sein de là, on a dit chaque fois, donc une année au moins avant l'échéance des élections législatives, on peut changer le nombre et la répartition des circonscriptions par une loi. Mais pour les prochaines élections, on gardera les mêmes circonscriptions et les mêmes donc, nombre de sièges. Malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la répartition de ces élections et sur les difficultés qui peuvent engendrer pour l'organisation de telles élections. D'accord. Céline, vous, selon vous, cette représentativité, c'est-à-dire cette circonscription, le fait de les avoir reconduits dans le scrutin de 2011 et le scrutin de 2014, espérant 2014, donc est-ce que cela vous paraît plausible? Bon, déjà, les élections en 2014 me paraissent plausibles ou pas? Il faut les faire parce qu'on l'a écrit dans la Constitution. On n'a pas d'autre choix dans la Constitution, sinon elles ne seront pas constitutionnelles. Hein, donc, et on ne peut pas réviser la Constitution si ce n'est par référendum. Donc imaginez faire un référendum pour demander de prolonger le mandat de cette Assemblée de quelques mois. C'est plus facile de faire des élections. Voilà. Oui. Donc on a intérêt à mettre les moyens et donner les moyens à l'ISI pour qu'elle puisse faire son travail dans les meilleurs délais. Bon, sur la répartition des sièges. Bon, moi je vous avoue que j'ai quand même une petite réserve et je l'ai exprimé en commission même une grosse réserve et je l'ai exprimé en commission de la législation sur le principe d'égalité des électeurs devant la loi. Bon, d'égalité des citoyens, d'égalité des électeurs. On sait que lors des dernières échéances, on a donné des sièges supplémentaires à certains gouvernorats. Les bonifications, ce qu'on appelle les bonifications. Donc, voilà. Donc on a donné certains. J'explique un peu à nos auditeurs les bonifications, c'est-à-dire que pour des circonscriptions qui ne sont pas peuplées ou assez peuplées, on parle de 270 000, on parle de 500 000. Au-dessous de 270 000, on attribue 2 sièges. Au-dessous de 500 000, on attribue 1 siège. Voilà. Bon, alors ça, effectivement, je pense qu'il serait important et même indispensable d'avoir l'avis de l'instance constitutionnelle pour savoir si c'est conforme ou non à la Constitution. Si ce n'est pas conforme à la Constitution, il faudra trouver une autre formule qui donne exactement ou quasiment même une fourchette de un député est élu par tant d'électeurs, c'est-à-dire 50 000 électeurs par député, ou alors on peut trouver une fourchette qui aille de 40 à 60 000. Vous voyez, bon,
Cela, il faut respecter la Constitution qu'on a votée quoi qu'il arrive. Sur les sièges à l'étranger, effectivement, là, mes réserves, et ça on a discuté dans la Constitution, je suis pas les seuls à les exprimer, c'est les circonscriptions qui ont peu de sièges. Vous vous souvenez que dans les circonscriptions nationales à l'intérieur du territoire de la République tunisienne, il y avait au moins 4 sièges par circonscription. C'est la règle qui a été posée pour que le scrutin proportionnel veuille dire quelque chose. Un scrutin proportionnel, c'est la diversité, c'est permettre la répartition des sièges entre différentes formations politiques. Quand vous avez des circonscriptions à 1 ou 2 sièges, il n'y a plus de proportionnel. Un siège, déjà, c'est un scrutin majoritaire à un tour. Nous avons une circonscription comme ça en Allemagne. Ça pose problème. Il serait mieux d'aller dans le plurinominal. Et là, non, là, je n'ai pas dit. Voilà. Sur les circonscriptions à 2 sièges, on voit aussi qu'il n'y a pas vraiment de diversité. C'est les 2 listes arrivées en tête qui remportent les 2 sièges, ou parfois, si la liste arrivée en tête a une avance très importante sur la deuxième liste, elle peut remporter les 2 sièges aussi. Donc vous voyez, il n'y a pas de proportionnel sur les petites circonscriptions. Donc c'est une grosse réserve qu'on a à faire là-dessus. Et je vois qu'il y avait une proposition intéressante faite par des associations issues des associations représentant les Tunisiens de l'immigration de France, mais pas seulement, c'est-à-dire de France et d'Europe, qui proposaient un redécoupage sur l'étranger de façon à avoir des circonscriptions avec minimum 3 sièges. Bon, une répartition en fonction des chiffres de l'OTE, en fonction des chiffres des consulats. Donc ce qui paraissait intéressant. Mais là, je pense qu'il faudra saisir l'instance de contrôle de conformité, de contrôle de la constitutionnalité des lois quand elle sera créée. Espérons-le avant, à ce contrôle. Sur ce point notamment et sur bien d'autres points. D'accord, on va marquer une toute petite pause avec l'inégalable Michael Bublé. Buonasera. Dans le vif du sujet, la deuxième partie, on revient avec mes invités, Sineji Jmal et Si Salim Ben Abdeslam, tous les deux donc membres de la commission de la législation générale au sein de l'ANC. Si Salim Ben Abdeslam sur le parti Nida Tunis, Si Neji Jmal sur le parti Nahda. Avec vous maintenant, on va essayer d'attaquer un peu les points de discordance, je dirais, dans ce projet de loi électorale. Et je commencerai avec cette disposition relative à l'accompagnement des analphabètes, des handicapés à l'isoloir. Donc ce sont les principales critiques qui sont attribuées à ce projet de loi vis-à-vis de l'accompagnement. Vous, si Neji, vous avez défendu, je pense, dans la commission, l'accompagnement des analphabètes et de ceux qui ne peuvent pas les assister, on va dire ça comme ça, les assister. Oui, certainement, donc au sein de la commission, et je pense je vais continuer même au sein de la plénière de défendre cette possibilité que les analphabètes peuvent avoir des accompagnants pour les assister à accomplir leurs devoirs. Et ce n'est pas pour insister ou pour vouloir que les analphabètes soient accompagnés, mais pour un but essentiel pour moi, il faut que ces analphabètes peuvent accomplir leurs devoirs tranquillement, sereinement, comme ils veulent. Parce que il faut savoir que le nombre des analphabètes, on a presque 1 700 000, oui, d'après les statistiques, que le ministère des Affaires, donc des Affaires sociales, avec l'AFS, donc ils ont essayé de former, d'organiser des formations pour ces analphabètes pour pouvoir accomplir leurs devoirs, et ils ont réussi à former que 30 000 en 2013, supposons qu'ils vont essayer de faire 70 000 en 2014, donc il y a 100 000 sur 1 700 000. Moi, le but essentiel pour moi, et je pense pour la majorité qui ont le même avis que moi, c'est que d'obliger l'État et les I de fournir tous les moyens nécessaires et de mettre tous les moyens nécessaires pour que ces alphabets peuvent accomplir leurs devoirs. Si nous aurons la garantie que les I va fournir tous ces moyens, à ce moment-là, on peut revenir sur cette disposition. C'est clair pour le parti Nahda et pour certains, donc Salim Ben Abdeslam. Sauf que là, la question de l'accompagnement risque de tomber sous l'escarcelle du juge constitutionnel, parce que l'article 55 de la Constitution et l'article 75 de la Constitution aussi, le premier pour les élections législatives relatives aux élections législatives, le deuxième aux élections présidentielles, on parle du secret dans l'isoloir. Tout à fait. Moi, et vous, en tant qu'élu au sein de Nida Tunis,
vous avez un avis contraire à l'avis de Si Nejijmel et à l'avis du parti Nahda. Nous sommes tout à fait opposés à l'accompagnement des analphabètes dans les bureaux de vote pour plusieurs raisons. Alors déjà, précisons un point, il n'est pas question de priver les analphabètes du droit de vote ou de la possibilité de voter. Chacun a le droit de voter, c'est un principe constitutionnel et c'est la base de la démocratie. Donc là, que les choses soient claires. Certains essaient de dire, ceux qui sont contre l'accompagnement des analphabètes veulent priver les analphabètes du droit de vote. Non, on sait que les analphabètes peuvent voter tout seuls. Un analphabète n'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'a pas appris à lire et à écrire, mais qui sait reconnaître des symboles, qui sait reconnaître des photos, qui sait reconnaître des noms. Dans le vote dans la commission, on voit qu'effectivement... Donc analphabète ne signifie pas ignorant. Non, voilà, bien sûr, analphabète ne signifie pas ignorant. On voit que dans la commission, il y a eu... l'opposition a voté contre l'accompagnement des analphabètes et Nahda a voté pour, avec l'exception d'une de vos députées, Madame Yamina Zorlem, qui a dit « Moi, je suis pour un bulletin de vote clair ». Bon, effectivement, c'est ce que nous voulons, un bulletin de vote clair, et nous avons déjà commencé à mettre des conditions dans la loi. Je donne des exemples qui existent dans le monde. On n'est pas le premier pays où des analphabètes vont voter. L'Inde, qui est la plus grande démocratie du monde en nombre d'habitants. 1,3 milliard d'habitants, dont la moitié ont plus de 18 ans et votent, et avec un taux d'analphabétisme qui est bien supérieur à la Tunisie et qui se compte en nombre en centaines de millions d'analphabètes en Inde. Les analphabètes votent seuls en Inde. Ils ne sont pas accompagnés dans les bureaux de vote parce que le bulletin de vote est clair. Il y a des symboles, des photos, une campagne qui est faite à la télévision et à la radio, et les gens savent ce qu'ils doivent voter. Le Sénégal, la plus ancienne démocratie d'Afrique, le taux d'analphabétisme est supérieur à la Tunisie. Les analphabètes y votent seuls, par les mêmes méthodes. L'Afrique du Sud, démocratie récente, mais qui s'inscrit aujourd'hui dans les grandes démocraties du monde, même chose. Les analphabètes votent seuls grâce aux symboles et aux photos. Bon, en Tunisie, on a les moyens de faire ça, surtout qu'on a reçu dans la commission des experts du PNUD et de l'organisation IFES, c'est International Foundation for Electoral Systems, qui est venu et qui nous ont présenté des bulletins de vote qui ont existé dans certains pays, dont dans certains pays arabes, qui étaient absolument clairs, dans lesquels on ne pouvait pas se tromper. Alors nous avons mis comme condition que les listes soient horizontales, qu'il n'y ait plus de colonnes. Il y a d'autres moyens de faire des bulletins de vote clairs dans lesquels les électeurs pourraient très difficilement se tromper, et c'est vers ça qu'on doit aller. D'autant plus que l'accompagnement des analphabètes risque d'être contraire à la Constitution à cause de l'atteinte au secret du vote. Imaginez une femme qui va voter, parce que la majorité des analphabètes sont des femmes, accompagnée par son mari, et que les deux ne sont pas d'accord, que les deux ne veulent pas voter la même chose, eh bien, on connaît notre société, on connaît la société tunisienne, on sait très bien que cette femme, dans le bureau de vote, accompagnée par son mari, votera ce que son mari lui dit de voter, et pas ce qu'elle a envie de voter. Et même si c'est un enfant mineur qui l'accompagne, si c'est imaginer son fils ou sa fille, après, rentrer chez elle, peut-être que son mari lui dira alors, qu'est-ce que a voté ta mère, et l'enfant dira ce qu'elle a voté. Donc, vous voyez, là, il faut permettre... C'est la raison pour laquelle nous avons refusé le vote électronique. Oui. L'inscription électronique ne pose pas de problème et résoudra beaucoup de problèmes, surtout à l'étranger, bien que nous savons que pour beaucoup de Tunisiens d'étrangers, ça serait utile. Mais le secret du vote n'est pas garanti dans le vote électronique. On ne sait pas s'il n'y a pas quelqu'un derrière l'électeur qui lui dit de voter ça ou ça ou qui contrôle ce qu'il vote. Donc voilà, le secret du vote, ça, l'instance constitutionnelle aura son mot à dire sur ce point si jamais ce point passait. Justement, une autre disposition, Sinej, qui m'a interpellé, c'est l'accompagnement des handicapés légers, ce qu'on appelle les handicapés légers. Et là, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on appelle un handicapé léger? Est-ce que c'est celui qui dispose donc d'une carte d'handicapés. Sur un plan, j'ai essayé un peu de comprendre un peu sur le plan psychologique qu'est-ce qu'un handicapé léger. On peut se retrouver devant un épileptique, quelqu'un qui est surmené, quelqu'un qui est schizophrène, et la question qui se pose, le fait de lui demander de le cibler, de lui dire vous êtes donc un handicapé léger, ne pensez-vous pas que ça pose un problème juridique pour l'ISI parce que ça divulgue des données personnelles? Non, l'ISI est uni donc à pas divulguer les informations personnelles. Parce qu'il va se présenter au bureau de vote. Mais donc on a exigé, je pense, dans la loi électorale, c'est celui qui doit avoir une carte. Oui. Donc s'il a une carte, je ne pense pas que ça lui pose un problème personnellement. Si ça pose un problème pour certains électeurs, je pense que l'ISI doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette catégorie donc des électeurs puisse faire leurs droits comme tout citoyen. Donc ça, reste, je pense, c'est leur droit. Droit comme tout citoyen, je veux bien, je comprends tout à fait. On ne doit pas exclure donc certains Tunisiens parce qu'ils ont un handicap, mais il ne faut pas aussi donc aller dans le sens de rendre la situation encore plus difficile pour l'ISI, à mon sens. Je ne pense pas que c'est difficile. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les handicapés?
Donc, si... Un bulletin de vote clair, net, comme ça se trouve dans les expériences étrangères, cela, à mon avis, peut être très Justement, c'est ce que j'ai dit, moi, même pour les alphabets qui sont donc plus nombreux que les handicaps. C'est l'essentiel, c'est que le bulletin de vote doit être clair. Donc, même si on doit mettre les moyens, et moi j'ai peur que le ZI, sous prétexte de le manque de budget ou le manque de temps, peut, en fin de temps, ne préparer ou n'a pas accepté donc comment on veut que ce bulletin soit fait et mettre tout en œuvre. J'ai des échos, excusez-moi de vous interrompre, j'ai des échos que l'association Aratid et certaines autres associations vont présenter un bulletin donc de vote très rationalisé, avec des photos, avec... Ça, ils peuvent le faire, et donc certainement en consultation et collaboration avec les I. S'ils ont des propositions à faire, certainement seront les bienvenus. Mais en attendant de voir, certainement, vous savez, donc pour cette loi électorale et pour toute loi concernant les élections, on est obligé de consulter les I. Et certainement, donc, on a envoyé, donc, je pense que la présidente de la commission a envoyé le rapport hier ou avant-hier, donc, aux membres de l'ESI pour qu'ils puissent donner leur, donc, point de vue, qu'est-ce qu'ils pensent, que ce soit, donc, comment on voulait que les élections, que ce soit pour les handicapés, que ce soit pour les alphabets, que ce soit pour le bulletin de vote. Et en attendant, donc, peut-être aujourd'hui ou demain, on va voir qu'est-ce qu'ils pensent. Et certainement, on va tenir en compte de leurs observations et de leurs remarques au moment de la plénière. Mais l'essentiel pour moi, il faut que l'ESI mette tout en œuvre, surtout que ce soit dans la manière d'organiser les élections ou préparer le bulletin de vote, que ce soit pour les analphabets ou pour donc les handicapés. Une autre question qui suscite, c'est une question politique, d'abord sur laquelle je voudrais évoquer, concomitamment ou différence des dates des élections législatives ou présidentielles. Jusque-là, on ne connaît pas si on va faire les élections ensemble ou ça va être différé. Selim Ben Abdeslam. Bon, là, effectivement, ce n'est pas la loi qui va le fixer. Chez Nidetoun, vous pensez quoi, vous? Bon, chez Nidetoun, on préfère l'élection présidentielle avant. L'élection présidentielle avant, bon, c'est plus logique. Effectivement, le président de la République doit appeler à la convocation des élections législatives. C'est un symbole de l'État, c'est le premier personnage de l'État. Et nous voyons la Constitution aussi. Dans la Constitution, nous avons en fait un président de la République, même s'il est le premier personnage de l'État, qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, s'il y avait des élections législatives avant, l'élection présidentielle n'aurait pas grande importance. Et nous voulons que ça soit un rendez-vous important pour toute la Tunisie. Donc il est logique, pour toutes ces raisons, que l'élection présidentielle ait lieu avant. Si ce n'est pas possible pour des questions de calendrier, malheureusement, nous voyons que nous courons après le temps. Peut-être que les élections auront lieu en même temps, tout à la fin de l'année, au mois de décembre. Mais l'idéal, ce serait que l'élection présidentielle ait lieu en novembre, si possible en octobre, et les législatives en décembre. Ça serait le cas de figure idéal. Synergie pour vous et votre parti? Certainement. On n'a pas parlé donc au sein de la commission donc de la date des élections parce que donc ça va être, même si ça va être fixé par une loi, c'est ultérieurement, je pense, au sein du dialogue national qui vont trancher cette question. Et je pense, comme il a dit Salim, peu importe donc de notre volonté, de notre préférence, maintenant il y a une exigence de temps et je ne pense pas qu'on a la possibilité d'organiser les prochaines élections séparément. D'accord. Une autre pomme de discorde dans ce projet de loi électorale, l'exclusion des RCDistes. Et là, une véritable, donc, je dirais, une véritable polémique donc, qui s'installe. Et j'essaie un peu de voir le vote dans la commission de législation générale. Et là, j'ai trouvé 3 tendances différentes des élus du parti Nahda que vous représentez. Certains sont pour l'exclusion des RCDistes. D'autres, dans la même commission, se sont abstenus. Et une 3e catégorie à voter pour. Et là, j'espère que vous n'allez pas me dire que c'est la démocratie au sein du parti NAV, parce que ça, ça se prête à une langue de bois, hein, franchement. Mais j'ai bien envie de savoir sur ce point bien précis, bien que Rachid Ranouch, le leader de votre mouvement, a déjà annoncé la couleur qu'il n'y aura pas donc l'exclusion du RCD et que la commission, donc la loi sur la justice transitionnelle essayera donc de distinguer le bon grain de l'ivraie entre guillemets. Non. Mais certainement, c'est de la démocratie, c'est la divergence même au sein de Nahda, que chacun exprimera donc sa vie. Nous n'avons pas le même avis, certainement, mais je pense
au moment où on doit trancher, je pense que la majorité, si ce n'est pas la quasi-totalité des membres de groupe en Nahda, voteront en fonction de la décision finale qui sera prise par notre parti ou par notre groupe. D'accord. Mais, je vous dirais, au sein de la commission, pourquoi cette divergence? La veille, avant de voter, donc il y a une réunion des chefs ou présidents des différents groupes. Et chaque président a exprimé son avis. Finalement, lorsqu'on a vu qu'il y a plusieurs divergences, on a dit on laissera à côté ce point et donc certainement on va retourner après pour essayer de trouver donc un consensus autour de ce point. Et on est allé donc au sein de la commission, malheureusement, plusieurs membres, que ce soit de notre groupe, que ce soit d'autres groupes, ils n'ont pas respecté cette décision, et pas uniquement ici, il y a d'autres points où ils n'ont pas respecté cette décision. Notre point de vue, et il était exprimé par le vice-président de groupe au moment de cette réunion, on a dit nous ne sommes pas pour, c'est notre décision donc de notre bureau, mais nous sommes prêts à discuter avec les différents groupes pour trouver s'il y a une majorité ou un nombre important qui exige qu'il faut un geste envers donc ce problème, mais nous sommes ouverts pour trouver une solution un consensus autour de ce point. À Nahda, on a exprimé, et notre président, que ce soit de groupe à l'Assemblée ou le président du mouvement, a exprimé sa position et clairement, et je pense que ce sera difficile que cette disposition passera au sein de l'Assemblée, sauf s'il y a une majorité ou un nombre important des députés ou des partis politiques qui seront d'accord. Cela semble invraisemblable, c'est un revirement à 360 degrés entre donc des partis qui ont soutenu la loi sur l'immunisation de la Révolution il y a à peine une année, je pense, ou 2 ans, disons, depuis la création donc de Nidetouns, et là c'est 360 degrés. On verra comment ça va être. Le temps avance avec... Oui, bien sûr. Je peux dire un mot sur ce point et je voudrais en aborder un autre. Bon, effectivement, nous pensons qu'à Nidetouns, de manière générale, que l'exclusion d'un droit aussi fondamental que le droit de vote ne peut être fait que sur décision de justice. Donc c'est une position de principe. Et je voudrais en venir à un autre point, en dehors de l'article 15, mais dont on n'a pas parlé aujourd'hui malheureusement, c'est l'exclusion du droit de vote des policiers et des militaires, des membres des forces de l'ordre. Effectivement, le projet qu'on a voté en commission a acté l'exclusion, comme la dernière fois, du droit de vote des policiers et des militaires, ce que personnellement, je ne suis pas le seul à le penser, dans l'opposition nous sommes majoritairement à penser que les policiers et les militaires doivent avoir le droit de vote. Je trouve ça absolument injustifiable que des hommes et des femmes qui participent aujourd'hui à l'effort national de lutte contre le terrorisme et la sécurité n'aient pas le droit de se prononcer, et il y a des solutions pour ça. Nous avons d'ailleurs reçu la commission de Venise, une délégation de la commission de Venise, commission du Conseil de l'Europe qui s'occupe des droits de l'homme, qui nous a dit qu'il n'y a aucune justification à ça, on doit trouver des solutions pour permettre aux policiers et aux militaires de voter, et on ne comprend pas effectivement cette restriction qui s'applique à eux. Et il y a des solutions pour ça. Ils peuvent voter, moi je dirais, dans les bureaux de vote les plus proches du lieu où ils seront en faction, le jour des élections. Voilà, c'est quelque chose de très important et je pense que là, c'est un sujet qui, j'espère, donnera à réfléchir à beaucoup de nos élus pour permettre aux policiers et aux militaires de voter le jour des élections et d'exprimer un choix dans le respect de la neutralité. C'est-à-dire après on ne s'exprime pas et on ne fait pas de politique. Mais le droit de vote, dans le secret, c'est un droit fondamental qu'on ne peut retirer à personne. Je ne peux pas passer cette occasion, messieurs, sans vous demander à propos de l'actualité de votre parti. Sina Jijmal, une démission vient d'être formulée officiellement par Hamadi Jbeli, le secrétaire général démissionnaire du mouvement. Comment vous expliquez cette démission dans ce timing précis d'une figure aussi emblématique que c'est Hamadi Jbeli? D'abord, pour préciser, c'est une démission de son poste de secrétaire général. Ce n'est pas donc du parti politique. Moi, je n'ai pas j'ai pas lu donc la lettre de démission de Hamadi Jbeli. Parce qu'il n'est pas encore rendu public. J'ai lu uniquement... Elle est sur le site du parti Nahda. Je ne l'ai même pas encore consulté, pour vous dire franchement. J'ai lu donc le communiqué de presse qui était formulé par lui, où il donnait une explication qui tient la route. Et s'il a pris cette décision, il disait que c'était une décision finale. Est-ce que vous comprenez sa démission? Je ne sais pas c'est quoi les raisons qui ont poussé à cette démission. Personnel et objectif, selon les termes de mais ça c'est très vague. Ça, vous devez savoir des choses, vous devez en connaître. Croyez-moi, non. Pas vous? Non.
Donc lui, il a dit, donc il a envoyé. C'est pas aussi démocratique que ça au sein du mouvement Nahda. Non, c'est pas encore. Donc il a envoyé donc aux responsables. Oui. Moi, je ne fais pas partie de ces responsables. Et donc, même si je suis membre de certaines instances, donc je sais pas à moi où je participerai pas à la prise de cette décision parce qu'il ne sera pas. C'est uniquement le bureau exécutif qui prendra la décision. Il acceptera. C'est quand même une onde de choc pour votre parti. Non, pas vraiment. Pas vraiment, Hein? non, pas vraiment. Une figure aussi emblématique au Hamadi Jbeli avec des positions contraires à certains. Donc, Ça serait pas un mot bis. Peut-être un choc s'il a démissionné du mouvement. Mais démissionner de son poste de secrétaire général, certainement, il n'y a pas que lui, il y a d'autres avant lui qui ont démissionné pour une raison ou pour une autre. Certes, donc le frère Hamadi Jbeli a un statut un peu particulier au sein de Est-ce que vous adopterez la même situation si Rachel Ranouchi, par exemple, démissionne de la présidence? Certainement. La même chose. Certainement, la même chose. J'ai essayé de savoir pourquoi et donc lui donner raison ou non, on verra. Mais moi, comme je dis, croyez-moi, je ne sais pas quelles sont les vraies raisons, les motivations de cette prise de décision. Si Salim on soupçonne de plus en plus les RC10, ou ce qu'on appelle les RC10, de reprendre les rênes du contrôle au sein de votre parti. On a vu Sil Ralieni, l'ex-secrétaire général, occuper le poste de conseiller. On a vu même des figures de l'ancien régime apparaître dans des écrans de télévision, notamment Aziza Ahtir. Pour ne citer que cela, est-ce que vous partagez cette impression de retour en force des cadres du RCD chez Nidetouns? Le pari d'Nidetouns, c'est de rassembler des gens d'horizons très différentes. Et c'est ce qui représente la Tunisie aussi. Cela dit, il faut être clair sur un point, il n'y a pas de retour vers le passé. Il ne doit pas y avoir de retour vers l'ancien régime, c'est une page de tournée, une page sombre de l'histoire de la Tunisie, et il n'y aura pas de retour vers ça. Aujourd'hui, je dirais qu'une grande partie des militants de Nidetouns et de ces cadres sont des gens qui n'ont pas fait partie de l'ex-RCD. Donc voilà, des gens qui n'ont pas adhéré au RCD du temps de Ben Ali ne vont pas adhérer à un RCD aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, de l'autre côté, il y a effectivement des gens qui ont fait partie de l'ancien système. Bon, maintenant, il faut comprendre que cet ancien système, c'est une page révolue de l'histoire de la Tunisie. On va écrire une nouvelle page, et maintenant, chacun doit comprendre ça. Il faut partir sur des bases démocratiques, la révolution a eu lieu et il y a beaucoup d'objectifs qui restent en suspens et qu'on n'a pas encore réalisés. C'est ça l'avenir aujourd'hui. Une dernière question sur laquelle vous allez me répondre en 30 secondes. Je sais que vous avez peut-être sûrement des choses à dire ou peut-être pas aussi. Donc l'interrogation majeure sur toutes les langues, est-ce qu'il y aurait un rapprochement entre Nahda et Nidetouns? Sinéji. Il est très tôt, trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire, mais c'est pas impossible. Dans la politique, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Dans la politique, moi je dis, ce n'est pas impossible. Donc les ennemis d'hier deviendront les amis de demain. Il y a des ennemis, même lorsqu'on parle des ennemis sur l'échelle politique. Politique, bien entendu. Certainement, même pas des ennemis. Le fait de vous avoir tous les deux ici, adversaires, avec cette ambiance-là, je préfère dans le langage politique qu'on utilise le mot adversaire plutôt que des ennemis. D'accord. Nous ne sommes pas des ennemis, que ce soit avec Nidetouns ou Al-Jabha Shabi ou autres, ce sont nos adversaires politiques. Certainement. Donc vous dites ce n'est pas impossible. Moi j'ai dit dans l'absolu, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Céline? Bon, si je dis que je suis d'accord avec Neige, certains vont dire ah ça y est, l'accord est scellé. Si je dis que je ne suis pas d'accord avec Neige, certains vont dire que je suis sectaire. Bon, alors ce que je vais dire, non mais bon, je vais répondre au-delà de la plaisanterie. Bon, aujourd'hui, nous avons effectivement deux projets différents sur le projet sociétal, sur le projet social de la Tunisie, sur la conception de l'État, sur beaucoup de points. Nous avons réussi à faire une constitution consensuelle sur un consensus entre démocrates et islamistes et c'est très important. Ce n'était pas gagné au départ. Demain, si l'intérêt national l'exige, effectivement, nous serons prêts aussi à discuter à de nouveaux rapprochements et nous discutons aujourd'hui. Nous voulons que la Tunisie poursuive sa voie démocratique et ça doit être sur l'entente et nous ne souhaitons pas à la Tunisie le destin de l'Égypte ou de la Libye. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le dialogue sera toujours possible et toujours un devoir pour nous. Merci beaucoup messieurs pour ces éclaircissements. Je rappelle, était avec moi monsieur Nejijmal, élu à l'Assemblée nationale constituant sur le parti Nahda et membre de la commission de la législation générale, et monsieur Selim Ben Abdeslam, également membre de l'ANC sur le parti Nidetouns et membre de la même commission dont le vif du sujet prend fin. Je remercie Qaïser Bouzrib pour ses excellents choix musicaux qui vous ont accompagné depuis 6 heures du matin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet et d'autres invités sur la plus belle des radios RTCI. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.